Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. Au sommaire, Haïti risque de sombrer dans le chaos si la communauté internationale ne respecte pas ses engagements. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Gary Coney dans une interview accordée à la BBC. L'ambassadeur canadien André-François Giroux révèle que de nouveaux matériels militaires devraient arriver en Haïti incessamment. Le diplomate annonce le déploiement prochain d'un bataillon de la CARICOM. Également, titre de ce jeudi, près de 10 000 fonctionnaires au sein de l'administration publique haïtienne ont abandonné leur poste ces dernières années. L'État s'apprête à embaucher plus de 8 000 nouveaux employés, selon le Premier ministre Gary Coney. Haïti risque de sombrer dans le chaos si la situation continue d'évoluer dans le contexte actuel. L'interview du Premier ministre Gary Coney accordée à la BBC laisse entrevoir les graves conséquences qu'Haïti pourrait subir si l'aide internationale ne se concrétise pas rapidement. Il a souligné l'urgence pour la communauté internationale d'honorer ses engagements envers le pays, alors que l'aide tarde à arriver et que les besoins sont pressants. Dr Coney a exprimé sa préoccupation concernant la lenteur du soutien à la mission de sécurité en Haïti, qui ne dispose actuellement que de 2 contingents d'environ 400 personnes, insuffisants pour assurer la sécurité avec seulement 103 policiers pour 100 000 habitants. Il a mis en garde que sans une aide rapide, il sera difficile d'organiser des élections libres et équitables d'ici février 2026, surtout avec l'extension du contrôle du gang des 400 Marozo, malgré la présence des agents kenyans. Le Premier ministre Gary Coney a visité ce jeudi les locaux du ministère de l'Intérieur, récemment vandalisés au centre-ville de Port-au-Prince par les bandits armés. Lors de sa visite, le chef du gouvernement a exhorté la population à identifier les véritables ennemis de la nation. Il a dénoncé les criminels, les politiciens corrompus et ceux qui arment les jeunes, les désignant comme les principaux responsables des difficultés du pays. Dr Coney a réaffirmé l'engagement du gouvernement en collaboration avec le Conseil présidentiel de transition et les partenaires internationaux à reconstruire les infrastructures détruites et à remettre Haïti sur la voie du développement et de la démocratie. C'est la première fois en tant que ministre de l'Intérieur, je viens visiter le local Sahara, qui était un premier bâtiment qu'après le tremblement de terre, nous avons pris disposition construite qui pourra le baou, toute zone, palais des ministres, toute construction sont là. Gratuitement, ils ont crasé la rage. Mais l'histoire de ça, c'est que l'histoire plein méchant qui s'est détruit. Et chaque fois, l'homme reconstruit. Et m'a dit, peuple haïtien, prends patience. Prends patience. Les gens veulent écraser nous, ils veulent détruire nous, ils veulent montrer nous qu'on ne pas rien. Mais nous avons reconstruit. Nous avons reconstruit. Le ministère de l'Intérieur qui est pour le tourner dans le bâtiment. Ça. Et avant, pas trop longtemps. Il ne faut nous pas perdre de vue parce que nous sommes impatients, parce que nous avons souffert, parce que c'est difficile pour nous, parce que nous avons beaucoup de temps. Mais il ne faut pas jamais perdre de vue. Qui est le monde qui mette nous là, je dis. Pour qui ça nous là, je dis. Ce n'est pas le monde qui de bonne foi, femme et garçon, je dis, qui travaille pour reconstruire. C'est bandits qui ont violé, pillé, détruit tous les jours. C'est politiciens qui ont pays en otage pendant des années, qui détruisent l'institution à travers la corruption. C'est l'autre qui prend comme des âmes dans mes bandits. Il faut nous comprendre, il ne faut pas jamais perdre de vue qui est mon ennemi. Il faut avoir patience. Les gens qui veulent reconstruire à travail. Ça parle pour un petit temps. Mais à mettre tout dans la reconstruction, l'aider les peuples haïtiens à retrouver la paix, la sérénité et la tranquillité. Il travaille. Le gouvernement travaille, le conseil présidentiel travaille, le premier ministre travaille, les partenaires travaillent. Film ça a un seul gens fini. Il finit un seul gens. Bandit a plan mais la justice. C'est patience pour nous, c'est courage pour nous et c'est tête nous pour mettre ensemble. Toujours en politique, le Conseil présidentiel de transition vient de boucler ses 100 premiers jours. Quel est le bilan sur le plan politique et économique? Pour en parler, nous avons avec nous via Zoom le politologue et économiste Joseph Harold Pierre.
Monsieur Joseph Harold-Pierre, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Barthélemy, merci de l'invitation. 100 jours pour le Conseil présidentiel de transition. Pour parler de bilan, il y a les premières démarches pour l'installation du Conseil électoral provisoire, mais avant tout, il y a eu la formation du gouvernement. Le premier contingent de policiers kenyans est en Haïti. Est-ce que, selon vous, ce bilan correspond aux 100 jours passés à la tête de ce pays? Conseil électoral, formation du gouvernement, l'arrivée des Kenyans. En fait, Conseil électoral est totalement hors sujet, totalement hors sujet. L'idée de la formation du Conseil électoral au moment présent. En ce qui a trait à la formation du gouvernement, c'est normal, c'est un processus, suit un processus normal. C'est normal que le gouvernement connaisse un gouvernement. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas les résultats escomptés. Il me semble que le gouvernement n'est pas doté d'un plan d'action efficace pour répondre aux exigences, aux desiderata de la population. Et ça suit aussi un processus normal, l'arrivée des Kenyans. Mais cependant, c'est pas ce à quoi la population s'attendait. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à autre chose que 400 Kenyans soient arrivés en 2 contingents. Il me semble que ce n'est pas du tout... psychologiquement, ça ne répond pas à la démarche qu'il fallait avoir parce que dans ces questions-là, question de sécurité, c'est important que le signal soit clair et fort. Le signal n'a pas été clair parce que on sait que les gangs armés sont assez puissants. 200 Kenyans sont arrivés et ça a pris beaucoup de temps pour qu'ils prennent les rues, pour qu'ils investissent les rues d'un côté. Et ensuite, on a eu 2 autres 100, ça fait 400 au total. Ils ne sont pas équipés et aucun signal fort, puissant n'a été donné aux groupes armés. Voilà pourquoi ils continuent à agir de la même façon, comme si les forces internationales n'étaient pas sur le terrain. Voilà. Donc, en résumé, la population n'a jusqu'à maintenant rien de ce qu'elle attendait. Vous l'aviez dit, le rétablissement de la sécurité est d'ailleurs l'un des grands chantiers de ce gouvernement. Mais jusqu'ici, aucun résultat palpable n'est encore fait. Est-ce que, selon vous, 1 mois après l'arrivée du premier contingent, on pouvait déjà avoir des résultats concrets sur le plan sécuritaire? Je vois que non, bien évidemment, non. J'ai toujours pris la MINUSTAH comme exemple, comme référence. À mon avis, la MINUSTAH n'a pas résolu le problème de l'insécurité en Haïti à ce moment-là, entre 2004 et 2017, quand cette force est partie. Mais elle avait joué un rôle dissuasif important. Quand les Kenyans sont arrivés, eh bien, on s'attendait à ce qu'au moins ils jouent ce même rôle dissuasif. Une force imposante devrait être arrivée, composée de plusieurs, tout au moins, si la force allait être composée de 5000 hommes, que ces 5000 hommes arrivent en même temps, bien équipés et de façon imposante. On n'a pas eu ça, donc tout au moins, ce signal psychologique qu'on n'a pas eu ça. Et ensuite, la force n'est pas équipée et est numériquement très, très, très faible. Donc, ceci dit, même si on n'allait pas avoir des résultats, je dirais, matériels encore assez puissants, mais on s'attendait à ce que le signal psychologique devrait tout au moins décourager ou faire reculer les groupes armés, ce qu'on n'a pas encore. Est-ce que, selon vous, c'est de l'incapacité ou du moins d'une volonté qui n'a pas encore pour effectivement résoudre le problème? Je vais vous dire, moi, quand l'ancien Premier ministre Ariel Henry avait avait adressé cette demande à l'international, moi, je m'étais mis à étudier les forces, les interventions de 1950 à 2017. Eh bien, en général, ces interventions-là ne réussissent pas. C'est très, très rarement
que ces interventions donnent du résultat. Donc, dans le cas haïtien, ça allait être une exception. Cependant, il y a un contexte particulier qui pourrait contribuer à la réussite de cette mission. Tout d'abord, le Kenya, c'est le pays qui a les meilleures relations avec les États-Unis, d'un côté. Donc, les États-Unis, bien sûr, pourraient utiliser le Kenya comme leader de cette force pour réussir, ça c'est un. Mais aussi, le Conseil présidentiel a été établi grâce à la communauté internationale, spécialement sous l'égide des États-Unis. Moi, je m'étais dit, les États-Unis ont la capacité de faire en sorte que cette mission réussisse, moyennant qu'ils orientent la mission. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la force kenyane n'a pas la capacité, elle ne peut non plus avoir la volonté d'aider à résoudre le problème. La raison est simple. Si je ne me trompe pas, les Kenyans vont recevoir environ 1700 dollars américains. Je vous assure qu'au Kenya, ils n'auraient pas eu ce paiement. Pourquoi se licencier? Donc, personne ne va se licencier. Donc, ceci dit, je crois que c'est pas évident. C'est pas évident que les Kenyans eux-mêmes résolvent le problème haïtien. Il faudrait que les États-Unis résolvent le problème avec, bien sûr, la présence des Kenyans. Sinon, le problème ne va pas être résolu parce que les Kenyans n'ont pas la capacité et, important, ne peuvent avoir non plus sa volonté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de désintérêt des États-Unis lorsqu'on tient compte, d'ailleurs, même le commandant-chef de cette mission, M. Godfrey Otunge, a déclaré que les matériels n'étaient pas adaptés pour aider à résoudre ce problème. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est un désintérêt de la part des États-Unis aujourd'hui? Bon, je ne parlerai pas de désintérêt parce que Haïti occupe encore la même position à l'échelle internationale. L'intérêt américain demeure pareil. Quand je parle d'intérêt, là, c'est un degré. Donc, quel a été le degré d'intérêt des États-Unis par rapport à Haïti? Donc, tout dépend rappelez-vous, à l'échelle internationale, les relations se fondent sur l'économie, la politique, ce qu'on appelle la morale politique. Dans le contexte haïtien, pardon, du point de vue économique, on n'est pas important. Du point de vue politique, on ne l'est pas non plus. On devrait être important du point de vue de la morale politique. Donc, on ne l'est pas non plus. Donc, en ce sens, il devrait y avoir un facteur exogène pouvant les États-Unis à agir autrement. Ce facteur exogène pourrait être, par exemple, des pays comme la Russie, comme la Chine, qui seraient intéressés à investir le territoire haïtien, envahir le territoire haïtien, occuper le territoire haïtien pour s'implanter en Haïti. On n'a pas ça, ils ne vont pas le faire parce qu'ils n'ont pas intérêt. Si on avait, par exemple, un Bukele qui serait intéressé à accompagner Haïti, naturellement, les États-Unis auraient le jeu politique ou géopolitique aurait changé, aurait été modifié. Donc, on n'a pas ça. Ceci dit, il n'y a aucune incitation, il n'y a aucun facteur exogène poussant les États-Unis à agir autrement. Donc, les États-Unis ont encore le même intérêt par rapport à Haïti. Mais il faut dire aussi, quand on observe ce qui se passe, même si au-delà de ces grandes approches théoriques en relations internationales ou en sciences politiques, déterminant les relations entre les pays, il pouvait y avoir, du point de vue de la micropolitique, autrement dit, de la perspective d'un acteur politique américain, cela pourrait influencer les relations avec Haïti. Autrement dit, les États-Unis pourraient manifester un certain intérêt à nous aider à résoudre le problème. Mais écoutez bien, ce qui se passe en Haïti, c'est évident qu'on ne se prend pas au sérieux. Si on ne se prend pas au sérieux et que la situation d'Haïti soit si difficile, soit si compliquée, pourquoi les États-Unis seraient intéressés à nous aider à résoudre un problème extrêmement complexe et apporter, bien sûr, à grande portée. Alors, nous savons que le rétablissement de la sécurité est primordial pour l'organisation des élections. Et parlant d'élections, M. Joseph Harold Pierre,
Le docteur Gariconi, qui est le premier ministre de ce gouvernement, a déclaré lors d'une interview accordée à BBC qu'il serait difficile de respecter la date du 7 février 2026. Est-ce que ce n'était pas déjà prévisible? Est-ce que ce n'est pas déjà? Est-ce que ce n'était pas déjà prévisible? Bon, bien sûr, bon, bien évidemment, je crois l'avoir dit depuis, ça fait plus de mois. Je crois l'avoir dit dans une interview, c'est que euh, l'administration publique, c'est pas de la science politique, c'est de l'administration publique. Haïti n'est pas au diapason avec les autres pays. Donc, le temps Haïti n'est pas synchronisé avec le temps des autres pays. C'est évident. Quand on sait ce qu'on appelle l'administration électorale, le temps qu'il nous faut pour administrer les élections, donc, c'est évident que on n'aura pas un autre gouvernement, un gouvernement élu le 7 février. C'est évident. Voilà pourquoi moi-même, j'ai toujours dit qu'il faut être réaliste, il faut être sincère avec soi-même dans le monde de la politique. Eh bien, il avait fallu disposer d'un temps plus long pour le gouvernement de transition parce que c'est évident que ce n'était pas possible. Cependant, ce gouvernement doit savoir que le peuple haïtien n'a pas, je dirais, la capacité, c'est normal, ne peut, compte tenu de la vulnérabilité du peuple, de la fragilité du peuple, grand goût qui est là, donc ce n'est pas évident que le peuple haïtien puisse rester les bras croisés, puisse attendre le gouvernement pour agir. Donc, s'il devrait y avoir une prorogation du temps du gouvernement, eh bien, le gouvernement devrait se mettre au travail et commencer à donner des résultats ou tout au moins à donner des signaux clairs qu'il veut résoudre le problème de la population exceptionnellement, fondamentalement, en tout premier lieu, l'insécurité. Je le répète, si l'insécurité n'est pas attaquée et n'est pas résolue, le gouvernement a échoué et cela ne fera aucun sens qu'il reste au pouvoir au-delà du 7 février. Dernier point pour refermer cette interview, c'est concernant la relance économique. Nous savons que le gouvernement devra publier dans le Moniteur le budget rectificatif pour l'année 2024-2025 et surtout la relance économique qui est l'un des grands chantiers de ce gouvernement. Comment relancer cette économie qui est au plus bas aujourd'hui? Bon, en fait, pour relancer l'économie maintenant, la seule chose que le gouvernement devrait faire, c'est peut-être, à certains égards, augmenter les dépenses. Je suis en train de dire quelque chose qui est un petit peu contre-productif, mais quand on est en crise et que rien ne marche, le gouvernement devrait augmenter un peu les dépenses, eh bien, pour le nettoyage des grandes villes, et ensuite avec les transferts directs à la population affectée, et ensuite, ça devrait être ça. Voilà comment le gouvernement, c'est une économie en crise. Pour la relancer, le gouvernement devrait augmenter les dépenses. C'est comme, par exemple, un pays comme les États-Unis avec la COVID. C'est l'approche théorique en économie pour relancer l'économie au moment actuel. Mais ce n'est pas évident parce que le gouvernement n'a pas les ressources pour augmenter les dépenses. Et d'ailleurs, les bailleurs, les institutions financières internationales, spécialement le FMI, avaient déconseillé au gouvernement d'augmenter les dépenses. Et quelque part, ça fait du sens. Mais c'est extrêmement complexe parce que les autres politiques structurelles de long terme d'investissement, au moment actuel, ce n'est pas possible. Tout passe par la résolution de la crise de l'insécurité. Tant que ce problème n'aura pas été résolu, rien n'est possible en Haïti, ni du point de vue politique, ni du point de vue économique, et je dirais même, ni du point de vue humanitaire. Tout passe par la résolution de la crise sécuritaire. Merci infiniment à vous, Monsieur Joseph Harold-Pierre. Merci. Malgré tout, il faut tenir bon. C'est encore possible de résoudre le problème haïtien pour faire d'Haïti un pays comme le Costa Rica ou le Chili, comme je l'ai toujours dit. Merci, du courage et on avance. Merci encore. Voilà l'analyse de l'économiste et politologue Joseph Harold-Pierre.
Il était l'invité de Métro News ce soir. Sécurité, l'inspecteur général Godfrey Otunge, commandant en chef de la mission multinationale, affirme que le contingent kényan est actif. Il évoque la reprise de l'hôpital général et la sécurisation du port pour favoriser la reprise des activités comme des preuves de ses affirmations. Actuellement, il dit travailler à l'élaboration d'un plan de sécurité dans l'attente du prochain contingent de la force internationale. Autre dossier tenu ce jeudi d'une réunion ad hoc du groupe de coordination internationale d'appui à la sécurité avec le Premier ministre, le directeur général de la PNH et le chef de la mission internationale. L'ambassadeur canadien André-François Giroux, qui y participait, a fait part de l'importance d'une telle session de travail, saluant le plaidoyer du Premier ministre Kony pour recevoir plus d'aide. Par ailleurs, le diplomate révèle que des commandes d'armes sont en cours, tout en annonçant le déploiement prochain de bataillons de la CARICOM. Près de 10 000 fonctionnaires au sein de l'administration publique haïtienne ont abandonné leurs fonctions ces dernières années à la faveur des programmes humanitaires. Nombre d'entre eux continuent de percevoir leur salaire, faute de mesures adéquates, déplore le Premier ministre Gary Coney. Dans le cadre d'un atelier d'audit et de recapitalisation des ressources humaines de l'administration publique organisé ce jeudi 8 août, le chef du gouvernement promet des mesures visant à redynamiser la sphère publique pour de meilleurs résultats. Le Dr Coney annonce le recrutement de jeunes qualifiés pour compenser ce vide créé par ces cas d'abandon de poste. Le premier bail, nous allons faire après diagnostic, après évaluation, c'est nous allons lancer un processus de recrutement, mais l'autre processus de recrutement. Un recrutement côté tout terme de référence, avec toute portion, qu'a affiché publiquement son site que tout le monde a regardé. Côté que un monde qui est intéressé à appliquer, ou qu'a voulu ses voeux, et ou sûr que ces voeux a un traitement équitable et juste sous base de compétences. Et sous base de travail là, l'organe CV monde qui joue un travail là, on va comprendre qui ça joue les sous. Parce que 8 à 10 000 jeunes garçons à jeunes femmes qui disposent d'entrer dans l'administration publique pour y faire carrière, pour y pas pour y vivre riche, pour y servir. 10 000 jeunes garçons et jeunes filles qui disposent, qui ont une vision de notre Haïti et qui paraissent pour contribuer à lui. C'est ça le défi, je dis. Et c'est ça que fait nous demander toute mission pour venir chita là. Parce que le vrai succès de la transition va commencer là, va commencer de l'autre côté. Il commence par assurer nous que chaque jeune femme, chaque jeune garçon nous vient à l'administration publique là pour le bailler 100%. Il commence par ça, il y a un prédécesseur qui a restauré l'autorité de l'État. Qui dit qu'effectivement, l'État qui a une femme à garçon là-dedans, qu'il est déjà la femme à faire. Pour clore la page nationale de Métro News, Maître Arnel Rémy, responsable du cadeau, considère que la restauration de la sécurité est une priorité essentielle pour garantir l'accès à l'école à tous les élèves, notamment dans les communes de la capitale sous contrôle des groupes armés. Il critique le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, pour avoir fixé la rentrée des classes au 1er octobre, qualifiant cette décision de discriminatoire. Selon lui, il est inacceptable que certaines écoles fonctionnent alors que d'autres restent fermées. L'avocat lance un appel urgent aux autorités pour qu'elles prennent des mesures concrètes afin de soulager les parents et de permettre un retour en classe dans un climat de sécurité relatif. Pas avant que l'État mette la paix sous le territoire, là, a dit pas avant ça, l'école pas ouverte. C'est-à-dire si l'État prend 5 mois pour mettre la paix, en exemple entier, ça veut dire l'école a ouvert en octobre pour quantité, ça veut dire 5 mois après octobre, là, que octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, ça veut dire si moun sort par l'école en avril, ça veut dire l'autre si moun qui est dans une zone territoire perdu. Ça veut dire qu'on vient créer ça une dénivellation, si nous comme ça. C'est un langage technique dans la construction, une dénivellation. C'est-à-dire là, on vient créer une frustration et si nous n'avons pas formé et ça on peut mettre en question éducation de qualité à tout, qualité d'éducation. Donc nous-mêmes comme avocats qui défendent le droit monde, ou même comme défenseurs du droit monde, nous pensons que si effectivement l'État ça dit la bataille pour respect du droit monde, il faut qu'il pense à genre de discours ça parce que discours ça ils ont tendance discriminatoire par exemple là celui-là.
C'est-à-dire là, si je suis dans le moment loi pays, le moment loi pays a dit l'État suppose garantir que tout si monde à l'école, il pas d'un certain, il pas d'une quantité X. Il dit tout si monde. Sous dit tout si monde, faut assurer que c'est tout si monde dans tout pays qui à l'école. Je ne suis pas d'accord en quantité pour aller pour en quantité pas pour aller. C'est là où moi comme avocat qui défend le monde qui peut dire à mon cher discours, mais monsieur le ministre, il faut revoir ce type de discours. Donc si vous dites moi faire effort, l'État peut le faire effort, l'État peut mettre tout ça comme ressource pour essayer de rétablir l'ordre là peut-être que tout le monde à l'école là on dit bienvenue. Mais écarter de ces deux petits monde concernant un discours et me dit qui mettait à l'écart de trois l'autre, là mon cher nous dénoncer et me pense que ça n'a aucun rapport pour lui avec question respect droit fondamental de la personne humaine. Nous sommes au terme de cette édition. À votre partir, voici le rappel des principaux titres à la une. Haïti risque de sombrer dans le chaos si la communauté internationale ne respecte pas ses engagements. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre Gary Coney dans une interview accordée à la BBC. L'ambassadeur canadien André-François Giraud révèle que de nouveaux matériels militaires devraient arriver en Haïti incessamment. Le diplomate annonce le déploiement prochain d'un bataillon de la CARICOM. Et puis près de 10 000 fonctionnaires au sein de l'administration publique haïtienne ont abandonné leur poste ces dernières années. L'État s'apprête à embaucher plus de 8 000 nouveaux employés, selon le Premier ministre Gary Coney. Fin de cette édition de Métro News. Merci de votre attention. Restez branchés Métropole. Bonsoir.